Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous trouvez à travers le monde. Nous sommes revenus vers vous. C'est notre deuxième analyse. Aujourd'hui, le 29 décembre 2018. Nous sommes à quelques heures de élections tant attendues, lesquelles élections ne verront pas la participation de Joseph Kabila comme candidat. Il y a beaucoup de tensions autour de ces élections, beaucoup de questions. Est-ce que la RDC va atterrir en douceur avec ce processus électoral? Est-ce que le pays va connaître une période de très fortes turbulences, même d'instabilité? Ce sont là les multiples questions que les gens se posent, y compris la qualité même de ces élections. Est-ce qu'il y aura la transparence? Est-ce que les résultats seront crédibles? Voilà. Donc, les gens se posent mille et une questions autour de la tenue de ces élections demain, de la qualité du processus électoral et aussi de la crédibilité des résultats qui seront issus des urnes ce jour-là. Ce jour-là, je parle, c'est déjà demain. Donc, je disais, nous sommes à quelques heures. Les gens ont multiplié des prières depuis un certain temps. Maintenant, là, nous allons voir aussi les résultats de nos prières. Alors, j'avais fait une interview avant, il y a quelques heures. Malheureusement, pendant que j'étais en train de répondre aux questions et en train de réagir aux commentaires, il y a eu une interruption. Vous connaissez la technique assez caprice. Et comme nous étions en direct, donc on ne pouvait rien. Et j'avais jugé bon que je rentre pour faire une autre interview, d'autant plus qu'il y a des nouveaux éléments. Maintenant là, les titres c'est Kabila multiplie les interviews avec la presse internationale. Il y a beaucoup d'interviews comme jamais avant de M. Kabila qui n'est pas un homme qui parle beaucoup, mais depuis un certain temps, on voit qu'il a multiplié beaucoup d'interviews. Alors, pour revenir un peu à ce que nous disions, j'étais en train de dire dans la première analyse, il y avait un frère qui m'avait posé la question, je ne me souviens plus, si M. Félix Tshisekedi n'était pas le dauphin de Kabila. Je crois certainement il a été inspiré par M. Valentin Moubaki, qui fut conseiller politique de M. Etienne Tshisekedi, et son âme. Et puis beaucoup de gens pensent, il y en a qui pensent effectivement que Kabila peut avoir un dauphin autre que celui qu'il a désigné, le vrai dauphin dans l'opposition. Donc, nous sommes un peu là dans le domaine de la spéculation parce qu'il y a un dauphin de Kabila officiellement et nous voyons comment sa femme, Olive Lembe, s'était investie personnellement pour soutenir ce dauphin. Il bénéficie de certaines facilités dans la campagne, M. Chadari, des facilités de l'État, cela s'entend. Il a le soutien de membres du gouvernement, on l'a vu au stade Tata Raphaël. Au niveau de la territoriale, d'après les informations que nous avons, les différents gouverneurs de province s'impliquent dans l'organisation de l'accueil de M. Chadari. Donc, si nous prenons tous ces éléments et nous additionnons avec son passé à côté de Kabila, nous pouvons dire sans crainte que M. Chadari est bel et bien le dauphin de Kabila. Mais
La question avait été posée. Pendant que nous étions en train d'essayer de répondre, je disais que ce n'est pas impossible. Mais seulement les termes dauphin, que M. Félix Tshisekedi soit le dauphin de Kabila, n'est pas à sa place. Dauphin, c'est quelqu'un que tu désignes, que tu prépares pour te succéder. Or, ici, ce n'est pas le cas. M. Félix Tshisekedi n'a pas été désigné par M. Kabila. Il a été plutôt désigné par un congrès extraordinaire de l'UDPS, qui est son parti. Et il a bénéficié du soutien après l'accord de Genève, disons, après la rupture entre lui, Vital Kamerhe d'une part, et les autres 5 leaders, comme on les appelle. Il a bénéficié du soutien de M. Vital Kamerhe, de M. Kinke Mulumba, de certains leaders de la Mouka, donc Sesanga, Lubaya, Ada Bombole, et j'en passe. Donc, on ne peut pas, objectivement parlant, dire qu'il est le dauphin de M. Kabila, parce qu'il n'est pas le choix de Kabila. Mais c'est que peut-être, on pourrait dire, est-ce qu'il n'est pas le successeur de Kabila? Là, je peux dire que c'est une possibilité. Hein? Et cette possibilité est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à Chadari, parce qu'être dauphin, c'est une chose, mais être successeur, être désigné dauphin, c'est une chose, mais devenir successeur en est une autre. Cette possibilité aussi est ouverte à M. Fayoulou et les autres candidats. Mais non. Ce qu'on peut dire, c'est est-ce que ce n'est pas lui le successeur? Parce que moi, je continue à croire que les élections en Afrique et dans certaines parties du monde aussi, parfois du monde occidental, l'élection des noms, c'est quelque chose qui est toujours soutenu par beaucoup de forces. Et particulièrement en Afrique et au Congo, l'histoire, je dis bien l'histoire, montre que personne n'est devenu chef de l'État par hasard. Il y a toujours un travail qui s'est fait, peut-être à ce niveau-là. Et j'ai toujours cru, sur base de certains éléments objectifs, que ça pourrait être, je dis bien, ça, Félix Tshisekedi pourrait être les successeurs de Kabila. J'avais donné une série d'éléments. J'avais parlé, par exemple, du dialogue. Le dialogue de la CENCO, son implication personnelle dans la préparation de ce dialogue. Il était en avant-plan. Et le fait aussi qu'il a été le chef de la délégation du rassemblement, le président du rassemblement pendant un temps, ses contacts sur tout ça, donc la facilité avec laquelle certains chefs d'État sur le continent africain l'ont reçu, pouvait amener les gens à se poser la question si ce n'est pas lui les successeurs, parce que l'on ne se fait pas recevoir comme ça auprès des chefs d'État africains facilement. Et, pour rappel, même son défunt père n'a pas été autant reçu par des chefs d'État sur les continents africains. Certains l'ont reçu, bien sûr, mais en tout cas, M. Félix Tshisekedi a été plus reçu par certains chefs d'État sur le continent africain, plus que son défunt père. Et ses contacts diplomatiques. Donc, il y a cet ensemble d'éléments qui, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, pouvait amener quelqu'un à dire, est-ce que ce n'est pas les successeurs? Alors, si c'est les successeurs, qu'on le veuille ou pas, la RDC fait partie du giron, ce qu'on appelle un peu
les girons occidentaux. Là-dedans, vous avez les États-Unis, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne. Hein, alors, tous ces pays occidentaux jouent un certain rôle pour la personne qui deviendra le président. Il n'y a pas de doute que sur le plan international, quand on regarde tous les trois candidats majeurs, à savoir Fayoulou, Félix Tshisekedi et monsieur, comment il s'appelle, Shadari, il est clair que M. Tshisekedi a un certain carnet d'adresses sur le plan international qui est très impressionnant. Je l'ai dit sur base de visites, des réceptions vérifiables. Mais peut-être aussi d'autres, hein, non, mais je dis ce qui est vérifiable. Alors, ça peut nous faire dire que, bon, peut-être c'est nécessaire. Alors, si Kabila est dans un deal avec les Américains pour son départ, il est tout à fait normal qu'on lui demande, lui, dans le cadre de ce deal-là, quelque part, de ne pas trop gêner celui qu'on aura peut-être, celui qui a été choisi. Mais quand on regarde sur le terrain, on se pose, il y a bruit. Par moments, on a des signaux, mais à d'autres moments, on se pose des questions. Il y a beaucoup de jeunes de l'IDPS qui sont en prison. Il y a des visites de M. Félix Tshisekedi au pays qui ont été perturbées par la police. Les images existent. Donc là, c'est avant la campagne. Par exemple, sa visite quand il était président du Rassemblement pour aller au Katanga. Il a connu aussi la répression. On l'a bloqué chez lui une fois il devrait sortir pour la marche. Donc, il y a un certain ensemble d'éléments aussi qui amènent à douter un peu de cette réalité dont je viens de vous parler. Donc, nous nous posons seulement la question, ça pourrait être qui? Ceci étant dit, bon, il y a aussi, bien sûr, sa prise de position concernant, par exemple, nous devons aller aux élections avec ou sans machine à voter. Les gens peuvent chercher des tournures, mais la réalité sur terrain, quand on vérifie, on voit que finalement, la Mouka a rejoint la position de l'IDPS qui a été exprimée par M. Félix Tshisekedi. Bon, je vous avais parlé l'autre fois de Kenya, pourquoi on est allé signer au Kenya, ça c'était d'après mes analyses. Je vous avais parlé de la géopolitique au niveau de l'Afrique des Américains, la lutte qu'il y a entre les Chinois et les Américains. Donc ce sont là les éléments en ce moment-là et en partie aujourd'hui qui peuvent nous amener à nous poser des questions. Il y a une sorte de, je dirais, on voit la presse occidentale francophone, on peut voir qu'elle est pro-Fayoulou. Et quand on va au niveau de la presse anglophone d'une manière générale, elle semble être un peu pro-Félix Tshisekedi. Donc, ce sont des réalités que l'on peut vérifier. Mais, de là, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure que c'est le cas. Parce que M. Shadari jouit d'un soutien franc de la part de monsieur Joseph Kabila et de son entourage. Alors, là, nous le saurons, parce que personnellement, je ne crois pas que les résultats qui seront issus des urnes seront effectivement les résultats que l'on va proclamer. Je ne crois pas à cela. D'abord parce que les élections en soi sont chaotiques. Je vous ai dit que c'est à peu près 60% des matériels sur l'ensemble des matériels prévus pour ces élections. C'est seulement 60% des matériels qui sont déployés sur le terrain. Et certains disent, il y a quelqu'un qui est au courant, bien informé, qui m'a dit, c'est même en dessous de 60%. On parle de 50%. Quand on regarde le nombre de bureaux qu'on a supprimés,
Donc, on amène à dire que c'est en dessous de 60% parce que la suppression de ces bureaux de vote, c'est pour permettre que la quantité de machines, plutôt que ce que je dis, les machines et autres matériels, puissent correspondre réellement au bureau sur terrain. Alors, mais voyons, les élections, ce sont les élections, on saura. Mais entre-temps, je ne crois pas aussi beaucoup que les Américains, particulièrement eux, qui cherchent, qui ont tout fait pour se débarrasser des Kabila, de les faire partir au nom du respect de la Constitution, alors que d'autres alliés des Américains dans la sous-région sont encore au pouvoir. Il y en a même qui sont très avancés en âge. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que Kabila, lui, peut désigner quelqu'un et que les Américains l'acceptent? Et un homme comme Shadari, je n'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas que Shadari ait le choix des Américains. Mais par la force des choses, eh ben, peut-être qu'ils vont faire avec, mais j'ai toujours cru qu'ils ont quelqu'un dans la poche. Quand je dis dans la poche, ce n'est pas pour diminuer. En tout cas, ils ont quelqu'un qui sont en train de soutenir. Et je ne crois pas que c'est à la veille des élections comme ça qu'ils vont faire un tel choix. Ces choix doivent avoir été faits avant. Quand vous entrez, vous lisez beaucoup de livres sur la politique et vous entrez dans les cadres diplomatiques, vous allez comprendre que la succession d'un chef d'État, c'est quelque chose qui se prépare bien avant. Je vous ai dit dans l'émission précédente que la succession de Kabila était au centre des débats pendant qu'il dirigeait encore la transition. C'est là où j'avais par exemple appris, on avait cité les noms de Monseigneur Mosengo à l'époque, je cite des noms dont je me souviens bien, Monseigneur Mosengo et même Olivier Kamita était cité. Il y avait une liste de gens, mais les deux ici, si vous entrez dans les cadres diplomatiques, on les avait écartés. Monseigneur Mosengo, il était écarté à l'époque par les Belges. Ils avaient évoqué une raison que je ne peux pas dévoiler ici. Les cas de Olivier Kamita, tout c'était quoi? On disait que les Congolais sont devenus très sensibles à la parenté des hommes politiques. Et en cela, il faisait allusion à l'affaire de la nationalité douteuse de Joseph Kabila. Alors, ils disent, voilà, les Congolais sont devenus très allergiques à cela. Alors, Olivier, je reprends le terme du diplomate belge, d'ailleurs, qui est devenu, je ne sais pas, il y a 2 ans, il était devenu envoyé spécial de la Belgique au Grand Lac. Aujourd'hui, il est très proche de la Mouka, ce diplomate-là, je ne vais pas citer son nom. Il disait que non, voilà, Olivier, ayant un parent qui est belge, il faut dire les choses, le père biologique, c'est un belge. Moi, j'ai lu ça dans les cadres diplomatiques. Les gars avaient même donné les métiers de son père, donc la profession de son père. Il dit, ça peut poser problème pour les Congolais. Donc, c'est pour juste vous faire voir que ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Quand vous lisez l'histoire du maréchal Mobutu, que son âme repose en paix, comment il avait été préparé pendant de longues années pour enfin prendre la magistrature suprême de la RDC. Donc, à ce stade, bon, bien qu'il y ait élection, mais en tout cas, moi, je suis en train de me dire que et les Américains, ils savent qui est leur choix. Bon, maintenant, venons-en aux interviews de Kabila. Il y a une interview qui m'a beaucoup intéressé. Je dirais que j'ai découvert l'autre aspect l'autre facette de la personne de Kabila. C'est en anglais. Je mérite être objectif ici. J'ai été surpris par la capacité d'écoute de l'homme. Je vous dis la vérité,
mais aussi surpris par les réponses qu'il donnait. Aussi surpris que c'est un homme, quand vous écoutez, extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Je ne dis pas c'est un homme bon, c'est différent, mais aussi c'est un homme très rusé. Dans cette interview, on a une autre facette de Kabila. J'ai même appelé un ami, j'ai dit, je lui ai envoyé ça. J'ai dit, mais ce jeune homme n'est pas aussi bête que les gens les croyaient. Et il m'a dit, mais exactement quand on l'écoute dans cette interview, on n'a pas l'impression d'un homme bête comme on pensait. Je ne dis pas que c'est un bon dirigeant. Il ne faut pas confondre les choses. Ici, je parle de l'homme. Et j'ai appelé un ami qui était une fois dans une délégation qui avait accompagné Kabila quelque part, dans un pays africain. Après, il avait eu un entretien avec des Congolais dans ces pays-là. D'abord avec des professionnels, des Congolais, des professeurs, des médecins congolais dans ces pays-là. L'ami là m'avait dit il y a 4 ans, bon, 3 ans passés, oui, non, 4 ans plus tôt, il m'avait dit, mon cher, je vous dis, ces messieurs-là, j'étais là, je m'étais dit, il faut que Nayo Kaye bien. J'étais très étonné comment il répondait aux questions. Il pouvait déceler que ça c'est une question piège et comment il évitait de répondre à ces questions. J'ai mis ça sur mon mur. C'est pour cela, tout le temps avant, bien avant déjà, je disais que c'est une erreur que les Congolais disent « Ah, Zazoba, ah, chassez-le au PAM ». Non, 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 non. C'est une erreur très, très grave. Vous savez, quand vous regardez Kadhafi, il donnait l'impression d'être un bouffon. Un jour, je me souviens, il y a un Français, un homme politique français qui avait dit bon, Kadhafi, ce n'était qu'un brute dictateur, un bouffon. Et puis un analyste français qui était là, il a dit non, on ne peut pas diriger un pays pendant autant d'années si on n'est pas stratège. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Et je parlais à un ami qui vit dans un pays d'Afrique anglophone. Et tous ces gens-là dont je vous parle, ils sont vraiment des gens ancrés dans l'opposition, tout ça. Il m'a dit, mais quand tu m'as envoyé la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi tu me l'as envoyé? Après, quand je l'ai écouté une deuxième, une troisième fois. Finalement, j'ai compris pourquoi tu me l'as envoyé. Nous sommes arrivés même à la conclusion avec cet ami-là que certains des gens qui sont dans l'opposition, Kabila n'a pas de respect pour eux. Quand je dis n'a pas de respect pour eux, c'est-à-dire, vous comprenez? Donc, on peut, quand on l'écoute, on comprend que c'est un gars qui a compris les rouages de tous ces systèmes, j'allais dire, mafieux, tout ça, et il ne dit pas n'importe quoi, mais malheureusement, pendant longtemps, les gens n'ont pas cherché à les connaître. Et c'est comme s'il s'est caché lui aussi. Il n'a pas voulu que les gens le connaissent. J'ai même dit à un ami, j'ai dit, écoutez, Kabila a connu beaucoup de critiques. Ici, je ne suis pas en train de faire sa louange. Mais si vous avez un adversaire, si vous n'arrivez pas à vous asseoir pour le comprendre, l'évaluer, quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses, vous serez seulement focalisé sur ses faiblesses, alors vous ne verrez pas ses qualités et les dangers viendront de là. Dans un cadre diplomatique que j'avais lu, il y avait 3 diplomates, quand il avait pris le pouvoir, qu'il avait rencontrés, et chacun avait fait un petit rapport en disant « Nous sommes surpris par sa capacité d'écoute et sa capacité de résumer ce que nous lui avions dit
et la clarté de ce que... Donc, il disait clairement ce qu'il veut. Parmi ces gens-là, il y avait un autre rapport, par exemple, de Louis Michel. Je me disais, bon, c'était des flatteurs. Mais il avait certaines choses qui avaient séduit certaines personnes. Parce que quand on fait un tel rapport, parce qu'un câble diplomatique de son pays, hein, quand on fait, on n'est pas sous l'influence c'est-à-dire on est seul, on dit la vérité, on dit, bon voilà, j'ai rencontré les gars, il avait l'air détendu, parce qu'on entre dans tout ça, ses idées étaient cohérentes, parce qu'au fait, quand vous écoutez son interview, il a des idées très cohérentes. Je vous défie de l'écouter. Mais tout cela ne veut pas dire que c'est un bon dirigeant. Non. Au regard des résultats, non. Alors, maintenant, pourquoi il multiplie toutes ces étapes? Non, enfin, il y avait une chose, je me suis égaré. J'ai dit, j'avais vu en lui, parce que j'ai eu l'occasion de, pas de parler avec lui, mais de les saluer 2 fois. Je me suis présenté et il m'a répondu. Il venait à peine de prendre le pouvoir, je crois 1 mois et demi ou 2 mois après, je l'ai salué, j'étais très curieux. J'ai dit, mais c'est quel genre de personnage? Ce jeune homme si jeune, 29 ans, il prend la place de Mobutu. Je cherchais toujours à comprendre, mais comment il fait pour maîtriser les gens, tout ça? Alors, et l'ensemble des critiques qu'il a connues, des injures, tout ça, qui sont peut-être basées sur la vérité, mais souvent il garde un silence. Parce qu'en fait, garder le silence, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut une force de caractère pour garder le silence au milieu des critiques. Et très peu de leaders congolais ont ça. Je vis ça un peu, pas un peu, je vis ça vraiment, il faut le dire, chez M. Tshisekedi. Il avait cette capacité-là d'encaisser sans répliquer directement. C'est-à-dire, on critique, on critique, on critique. Je vois aussi par moment chez son fils, Félix Tshisekedi. Mais chez Kabila, c'est un peu comme, bon, quelqu'un dirait c'est une disposition naturelle chez lui. Alors, des gens pareils, c'est des gens que souvent on ne connaît pas, hein, des gens qui ne se dévoilent pas. Des gens qui ne se dévoilent pas, et c'est des gens qui surprennent. C'est au fait, c'est comme qui dirait, des gens aussi qui observent, si je dois donner une image, c'est comme un serpent. Hein, vous savez, un serpent est conscient que quand l'homme est dans son parage, sa mort peut arriver. Donc, il est prudent. C'est pour cela même dans la Bible, on dit, soyez prudent comme les serpents. C'est-à-dire être conscient que je suis là, je suis libre, mais l'ennemi est quelque part. C'est ça, en fait, ce que j'ai vu dans Kabila. Et j'ai dit, beaucoup de gens ont commis l'erreur de ne pas les prendre au sérieux. Voilà, 17 ans après, voilà les dégâts commis dans le pays, parce que il y a aussi la culture anglophone qui contribue à ça. C'était une interview en anglais. Ceux qui ont vécu dans des pays anglophones, surtout des pays anglophones africains, vous allez constater il y a une grande différence des caractères, j'allais dire même pas un caractère, mais de la manière de s'exprimer, de l'approche des choses entre les Congolais, surtout nous, qui parlons beaucoup, nous aimons bien la fanfarade, donc on fait trop de bruit, et ces gens-là, nous aimons bien exhiber. Je vais vous donner un exemple. On estime que Kabila doit avoir
détourné 15 milliards de dollars et qu'il est à la tête d'un grand empire économique. Mais quand vous regardez son apparence, c'est à peine que vous voyez des signes de richesse. Or, vous mettez les mots bouddhistes que nous avons connus des Djalelo dans cette position-là, ça sera, ils vont exhiber. Hein? Pas seulement les bouddhistes, mais les Quinois, les Congolais, dans l'ensemble. Donc, vous saurez que tel, il a l'argent. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, la deuxième fois, bon, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais j'étais de près, j'ai dit, mais c'est tissu ici des safaris qu'il a porté, c'est ordinaire. Hein? Donc, et vous verrez ça chez les Tanzaniens, chez les Sud-Africains, chez les Botswanais, chez les Zimbabwéens, hein, chez les Malawites, hein, chez les Namibiens. Et donc, à l'exception des Nigérians, qui sont comme un peu les Noirs américains, vous pouvez voir, quand il est là, vous sentez que non, un Nigérian est là. Un Tanzanien, c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui se cache, mais en même temps qui veut savoir ce qui se passe autour de lui. C'est pas mauvais, hein? Je dis, c'est pas moi. J'ai vu dans un pays, quand on me pose la question, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont conscients que mon kilio benemi baza, il ne faut pas envoyer des signaux où il y a un problème. Kabila a vécu parmi les Congolais, très peu les connaissent. Alors, maintenant là, il multiplie les interviews. Je me suis posé il en a. En tout cas, ça continue. Hein? L'interview que je viens de suivre là, c'est avec la chaîne chinoise, CGTN quelque chose. Mais c'est un Africain, ça doit être un Africain de l'Est, des pays d'Afrique de l'Est, qui lui a posé des questions. Alors, quand je l'ai écouté, il est constant. Il essaie d'être rassurant sur les élections. Il rassure que les élections vont se passer et qu'elles vont se passer bien. Deuxième chose, il défend son bilan. Et sur son bilan, il répète pratiquement les mêmes choses. Il parle de la réunification du pays. Il parle des infrastructures, certaines infrastructures. Il parle de la relance économique. Surtout, il parle aussi de la stabilisation du taux d'échange. Hein? Et il revient beaucoup sur ce point-là. Bon. Il y a des points à discuter. Il y a d'autres qui sont vrais. Il a ajouté par exemple un élément, il a dit, et tout ça c'est parce que nous avons été pendant longtemps dans la médiocrité. Il donne par exemple, il dit, quand moi je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé un médecin, il touchait à peu près $100. Et il dit, aujourd'hui il touche $2000. Mais la vérité est que le médecin, quand il parle de $2000, c'est quand les taux réellement, c'est-à-dire on payait un médecin $2000 en francs congolais, mais avec la dépréciation de la monnaie congolaise au fil des années, les $2000 sont arrivés à peu près à $1000. Hein? Donc ce n'est plus le même salaire, ça n'a plus le même pouvoir d'achat. Mais quand vous regardez, ça sont des chiffres, parce que quand nous parlons, nous les Congolais, c'est-à-dire que devant un homme qui est logique, des gens qui veulent, qui mesurent des choses, il convainc. Parce qu'on est parti d'un médecin, d'un professeur d'université qui touchait à peine si c'est $100 ou $150. Apparemment, il y a du progrès. Mais quand on regarde dans la profondeur,
On s'est dit, mais il y a eu croissance dans ce pays, mais les salaires des fonctionnaires, de tous ces gens, n'ont pas suivi de manière proportionnelle la croissance. C'est là où il y a un jeu. C'est là où il y a un jeu. On a vendu le cuivre et le cobalt comme on n'a jamais vendu avant, mais les fameux $2000, ont perdu le pouvoir d'achat pendant que nos minéraux se vendent pas en francs congolais. Nos minéraux se vendent en dollars américains. Et le prix même, pour certains, le cours de certains minéraux sont en hausse. C'est le cas du cobalt. Sous Kabila, on a connu des booming. Hein, donc. Alors, mais on n'a pas vu les salaires monter comme ça. On n'a pas senti qu'il y a eu une redistribution équitable, hein, au niveau national de ces richesses. Il y a quelques éléphants blancs, hein, quelques travaux, des réhabilitations des routes avec des coûts exorbitants. Et pour des gens qui étaient dans une certaine situation depuis un certain temps, ils disent, ah, modernité. Oui, modernité, mais derrière tous ces symboles, il y a eu un pillage extraordinaire. Un pillage extraordinaire. C'est-à-dire, on vous fait les buildings intelligents, on refait les boulevards du 30 juin, mais quand vous regardez les coûts, quand vous regardez le revenu, les recettes des minéraux vendus à l'extérieur, les recettes, par exemple, des régies financières, donc vous prenez la douane, la contribution, la vente des bois, hein, à l'extérieur, vous dites qu'on pouvait faire plus, même 100 fois plus. Donc c'est une escroquerie bien organisée, mais on a affaire là à, quand on l'écoute, maintenant quand on fait la comparaison, par exemple, concernant la stabilisation de la monnaie congolaise, on connaît à l'époque de Mobutu, la monnaie était en train de chuter même 2-3 fois par jour. La monnaie congolaise. Donc, on dit qu'il a bien fait, mais en réalité, non. Non. Il y a eu quelque chose de positif, mais maintenant, en dessous de cela, on a pillé le pays sérieusement. Plus que même au temps de Mobutu. Mais c'est un pillage, je dirais, intelligent, et les gens se sont rendus compte après. Alors, pourquoi il fait tous ces bilans? Quand je regarde, je dis, bon, ce monsieur est conscient de son départ. Il est devenu très bavard, il est conscient de son départ, mais une idée me vient dans la tête. Ces bilans-là, en fait, c'est ça l'héritage qu'il laisse. Ce qu'on dit en anglais, legacy. Les Américains, tout le temps, lui disent qu'il faut que tu organises bien les élections, surtout qu'il y ait passation de pouvoir, hein, pacifique, donc transfert de pouvoir, pour préserver ton héritage. Pour les Américains, le fait que le pays était réunifié avec leur concours, c'est quelque chose de positif. Mais nous comptons des morts. Nous comptons des morts en termes de millions. Mais quand on regarde les choses sous un autre aspect, pour eux, c'est très positif. Cette relance économique qui n'a pas profité au peuple congolais, c'est quelque chose de positif. Alors, ils disent que pour que tu ne détruises pas cet héritage, organise bien les élections, tu vas entrer dans l'histoire. Je vois en lui comme c'est un homme qui fait en même temps l'effort de rentrer dans l'histoire, c'est dit qu'on dise que non, grâce à lui, tout ça, il y a eu, vous savez, quand on parle des Sun City, des accords signés, souvent on parle de lui, on a réunifié le pays, mais la vérité est que le pays a été réunifié
par la volonté de tous les leaders politiques qui avaient pris part aux négociations de Sun City. On dit que certains disent que les élections de 2007, quand il avait gagné, on dit pour la première fois, il y a eu des élections dans ce pays depuis 40 ans. Mais quand on regarde, c'était des élections, il y avait la tricherie. De 2011, la tricherie était encore beaucoup plus évidente. Alors, c'est dit vernis, et on lui dit, tu dois préserver ça. Si tu quittes, ça sera bien. J'ai l'impression, d'après mon analyse, en suivant ces différentes interviews, il fait un effort de répondre à cette exigence des Américains, mais en même temps, il veut s'assurer qu'il ne soit pas vulnérable demain. Il ne fait pas compter seulement sur les promesses des protections qui lui sont faites par les Occidentaux, particulièrement les Américains. C'est pour cela qu'il voudrait rester au Congo, manipuler les choses, donc avoir un type comme Shadari, comme son pantin. Là, il sera en sécurité et voir dans l'avenir, certainement, il a l'idée de revenir, même si c'est dans cette interview, quand on lui a posé la question, il a dit 2023, c'est trop loin, c'est mieux de ne pas en parler maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui veut rester au pays, avoir le contrôle toujours de l'appareil de l'État, même dans l'ombre, mais par la suite pour revenir. Donc, quelqu'un qui veut tricher, qui veut qu'on dise, bon, il avait quitté le pouvoir, machin, et puis, bon, il est revenu comme cela s'était fait dans certains pays en Afrique de l'Ouest. C'est en fait les jeux qu'il veut jouer, comme un peu Poutine. Alors, mais pour les faire, il faut que ces élections soient plus ou moins des élections où il n'y a pas de violence. Il ne faut pas que la tricherie soit trop évidente, ce qui est déjà trop tard à mon humble avis. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'il veut faire, il est dans cette, j'allais dire, dans cette opération-là. Aujourd'hui, les dictateurs, quand il est beaucoup, hein, pas tous, il y en a quand il veut tricher, il va tricher avec un pourcentage modeste. C'est toujours une tricherie qui lui permet de rester au pouvoir. Ça ne sera pas des scores fleuves comme à l'époque soviétique. Vous entendrez peut-être que Chadar est passé avec 52,4%. Ou bien même il est passé avec, je ne sais pas, 40%. Et puis bon, donc c'est comme ça qu'on triche avec un pourcentage modeste pour ne pas donner l'impression qu'il y a eu tricherie. Que ce n'était pas une tricherie un peu comme ça s'est fait chez Kagame, où il passe avec 90%. Voilà. Il pourra faire un tel jeu. Mais aussi, il pourra donner un certain nombre de députés à la Mouka et au Cash pour que, au finish, qu'ils fassent alliance. Ça, c'est une possibilité. Comme ça, on dira, bon, écoutez, bon, de toute façon, ceux de l'opposition ont été régulièrement élus, bon, qu'ils soient au Parlement, on connaît les Occidentaux, ils aiment bien les raccourcis, non, il ne faut pas quitter le Parlement, soyez là, parce que vous allez donner les caractères démocratiques au Parlement. Là, ce sont des possibilités. Mais comme je l'avais dit dans l'analyse passée, si parce qu'il a rencontré les gens de la Cour constitutionnelle récemment, et la presse et l'opinion congolaise n'ont pas beaucoup parlé de ça. Il est fort possible que l'on tombe dans ce que moi j'appelle les schémas kenyans. Il y aura cette tricherie que l'on voit déjà demain. Il y aura une grande tricherie, ça sera évident. Et après, la Cour constitutionnelle, parce qu'il y aura contestation, dira que bon, personne n'a gagné les élections. Les résultats issus des urnes ne correspondent pas à la volonté du peuple. Dans ce cas-là, on annule les élections et quand on annule,
lui, au nom de la disposition constitutionnelle qui dit que le président en fonction reste jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Ce jeu-là n'est pas exclu, je l'ai dit dans l'analyse passée, que discutant avec un ami qui est connecté vraiment aux gens proches de Kabila, il m'avait dit, mais voilà, ces schémas ici, c'est les schémas qui pourraient être joués si les choses s'arrangent dans ce sens-là. Hein? Alors, et là, si on dit que, bon, voilà, écoutez, personne n'a gagné les élections, lui reste, qu'est-ce qui va arriver? On dirait, écoutez, bon, voilà, il faut un dialogue, tout le monde vient, qu'on prépare de bonnes élections, on met en place notre gouvernement, on dit à Nanga, bon, tu étais à la base de ce qui est arrivé, tu dois quitter, et les gens viennent participer dans un gouvernement. Et là, le danger, c'est quoi? C'est que Kabila pourrait se représenter après cette transition-là. Voilà ce que je voulais compléter. Je considère cette analyse comme une suite de ce que j'avais dit il y a quelques heures. Alors, ça va se jouer comment demain? L'effort du côté de l'opposition, tant de Lamouka et que des Cash, et du côté de la société civile, ici je vois l'Église catholique et les protestants, c'est de tout faire, d'avoir des preuves, d'avoir la traçabilité de ces élections. Hein? C'est-à-dire que mettre la CENI dans la position où elle ne peut pas proclamer vainqueur quelqu'un qui n'a pas gagné. Parce qu'ils auront des résultats qui attestent que non, voilà, ce n'est pas, par exemple, Chadari qui a gagné, mais c'est telle autre personne. Et ça, c'est ce que la communauté internationale est en train d'attendre pour sauter dessus, pour dire, parce qu'ils l'ont dit, il faut que ces résultats soient acceptés par tout le monde. Mais avec cette communauté internationale qui est d'ailleurs diverse, il faut toujours que nous soyons prudents parce que souvent, elle ne parle pas le même langage et parfois, elle change. Donc, je m'arrête là et je dis que continuez à prier. Lui-même a dit dans une interview, il dit certainement il y aura un peu de la violence. Il justifie, il dit nous sommes un grand pays avec 80 millions d'habitants, avec autant de centaines de tribus. Et donc, il est difficile que les élections se tiennent sans que quelque part qu'il y ait des petits dérapages et des violences. Donc, il n'exclut pas la possibilité des violences. Il y en aura certainement. Mais il va s'efforcer de gérer cette violence pour qu'elle ne gêne pas les pays voisins, de peur de leur donner l'occasion d'intervenir, surtout qu'il y avait une réunion à Brazzaville où on laisse entendre qu'il y a une formule au cas où il y a des rapages sérieux. Les chefs d'État qui s'étaient réunis à Brazzaville, ils ont imaginé un scénario, comment ils pourraient intervenir. Donc, lui tient compte de cela. Alors, aujourd'hui, nous allons voir si on va signer le code de bonne conduite. Je l'ai dit, ce code de bonne conduite que la CENI propose aux candidats, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça peut être un piège. Parce qu'une fois que vous signez, vous êtes contraint de vous conformer à ce code de bonne conduite. Alors, s'il y a tricherie, on vous dira, bon, vous avez signé le code de bonne conduite, il y a des voies légales pour faire la réclamation, pour aller contester, on vous dira, allez à la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle, elle est déjà du côté des Kabila, elle va certainement recevoir les différentes requêtes, elle va examiner, et là, c'est comme j'ai dit, on pourrait tomber, soit on dit, bon, le résultat était valide, soit on dit, bon, et le résultat n'était pas valide, et on va dans d'autres élections, et comme ça, Kabila reste. Alors, mais cette contestation, comme je l'ai dit dans l'analyse précédente, parce qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui se sont préparés pour faire la guerre. Je dis bien pour un conflit armé. Et vous avez entendu certains leaders donner des avertissements pour dire ce qui va arriver, ne nous condamnez pas.
nous avions des informations et vous avez appris, notre frère, le compatriote qui fait un grand travail, Paul Sapou, il avait posté quelque chose pour dire que Kunda est sur le territoire congolais. Nous étions au courant de cela il y a quelque temps. Et alors, territoire congolais, faire quoi? On connaît. Donc, souvent, des élections chaotiques comme ça donnent lieu à des revendications même armées, parce que les gens seront dans ce monde-là, disent ah bon, parce que ces gens-là viendront avec un discours, avec certains Congolais qui vont les accompagner, parce que Kunda n'est pas seul, il est avec certains leaders politiques. Et là, quand je parle, vous comprenez, Kunda, lui, était au Rwanda. Il y a une partie des gens du M23 qui étaient en Ouganda, mais lui, Kunda, était au Rwanda. C'est connu de tout le monde. Alors, qui se retrouve sur le territoire congolais, c'est-à-dire que quelque part, le gouvernement rwandais lui a donné la possibilité de quitter là-bas et de venir sur le territoire congolais. Alors, nous devons faire très, très attention. Ce genre de choses, c'est quoi? Bon, on va faire un peu de bruit, plutôt, on va faire crépiter les armes, et finalement, on va dire, ah non, l'ONU viendra, ah non, il faut la paix, l'Union africaine. Et tout le monde se retrouve à la table de négociation, y compris Kabila. Y compris Kabila. Et le tout peut recommencer par là. Alors, je prends quelques questions et puis des commentaires. J'avais oublié de vous souhaiter le vœu le meilleur, de prospérité, de santé, et surtout que Dieu vous garde pendant ce temps de transition, parce que nous sommes à quelques heures de 2019. Que Dieu vous garde. Alors, je prends quelques questions et puis des commentaires, et on va arrêter par là. Quelqu'un parle de King West. Il est guidé par King Wadongo. Ça, c'est Bruno Boula. Je crois que tu parles de Kabila. Marie-Paul dit il est entouré de Mobutistes qui croyaient que Kanambe désignera un dauphin. Ils seront encore confondus. Voilà. Ça, c'est Bruno Boula. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de questions. Bonjour à mon frère Pote Baouli Bofunda. Le meilleur vœu à Piro Boukasaidi. Il a été préparé, c'est simple. Il a passé toute la nuit à réciter. Non, Piro Boukassa, ça c'est trop simple. Quand il parle, vous sentez il y a la spontanéité. Il ne faut pas toujours... C'est ça l'erreur. Vous savez, il faut prendre un adversaire au sérieux. Je dis bien, il faut prendre un adversaire au sérieux. Je vous ai donné l'exemple de cet ami-là qui a vécu, comment on lui posait des questions. Je veux vous dire une chose. Il est allé dans un pays, bon, c'est pas un secret, il est allé au Zimbabwe, par exemple, une fois. Il y avait d'autres chefs d'État, et je crois, on lui présente, on dit, c'est le pays, c'est le président du pays des meilleurs danseurs de l'Afrique et des meilleurs musiciens. Il va rencontrer finalement, les jours suivants, des Congolais, des médecins, des ingénieurs. Quand on lui présente ces gens-là, il dit, hier, j'ai été humilié par le président Mugabe, qui m'a présenté comme le président des musiciens, des meilleurs musiciens et danseurs. Malheureusement, c'est l'image qu'a la RDC dans certains pays. Alors que vous êtes là et vous êtes en train de travailler dans ces pays ici. Ça, c'était spontané. C'est pour cela, nous avons un problème, au lieu d'écouter les gens, de les étudier, du coup, nous disons non, 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 non. Quand nous rejetons comme ça, nous ne connaîtrons pas l'homme. Et tant que nous ne connaîtrons pas l'homme, il va nous surprendre. La politique, c'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Vous voyez le président de la la Corée du Nord.
Les experts américains qui avaient accompagné le président Trump dans leurs négociations se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un type, ces jeunes hommes-là, à un type qui savait ce qu'il faisait, mais la presse américaine, une certaine presse, était en train de les vilipender, tout ça. Je ne dis pas que c'était un bon dirigeant. C'est-à-dire que vous avez affaire à un homme méchant, mais un homme méchant rusé. Les médecins légistes, ils savent. Vous avez deux sortes de criminels. Hein. Il y a des criminels quand ils viennent te tuer parce qu'il est fâché. Alors, il y a comme partout dans les autres. Mais il y a d'autres criminels, tellement que c'est un professionnel, alors quelque part, a dit que là où il a piqué le couteau, tu ne vas pas survivre. Maintenant, quand le médecin légiste vient regarder, il regarde les endroits où la victime est touchée, il peut déjà dire que celui-ci, c'est un criminel professionnel. Celui-ci, il était sous l'effet de la colère. Il était sous l'effet de la colère. Bon, évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas un génie. Hein? Il y a certainement, comme vous le dites, des gens autour de lui. Il a appris d'autres choses, hein? Des conseillers, il y en a toujours. Hein? Il n'y a aucun dirigeant. Tous les dirigeants du monde s'entourent, des conseillers, des experts, tout ça. Des experts en communication, des experts en ceci, tous les dirigeants du monde. Mais en dehors de ça, l'homme a une certaine personnalité que l'on doit connaître. Les Congolais sont connus. Beaucoup de nos voisins nous connaissent. Dans ma querelle, la mission ma comprenant que il ne fera rien. Le Congolais, quand il fait le bruit, il est satisfait. Même si c'est des bruits sans résultat. C'est des choses qu'il fait pour impressionner les gens. Ok. Maintenant, excusez que je boive un peu d'eau. Thank you. Un pays comme le Congo, il faut battre en commençant par le peuple. Le peuple doit être conscient que Bissonio se photo battre la mboka. Moi, j'ai vécu dans des pays où il y a les lobby, ma voisin, ma autres, nous sommes écoutés à notre tour. From where? Oui, au Salamina. Question là, autour, finalement, on comprend que balande la rayo. Nous, on n'a pas eu cette mentalité au Congo. Nous ça ira en mobile. On ne garde pas un pays comme ça. John Kaloubi dit il y a aussi changement sur l'économie planétaire. Le médecin, $100, il y avait une maison à louer à 30 à 40 dollars. Et 2000 Zidane a été vendu au Real de Madrid 45 millions d'euros. Maintenant, Neymar est vendu à presque 200 millions. Oui, il faut relativiser les choses, tu as raison. Avec ces jeux de chiffres-là, c'est par exemple quand tu écoutes Mouzito, il te donne des chiffres, mais il ne parle pas beaucoup du coût de la vie. Hein? Il dit non, on a augmenté les salaires parce que dans cet héritage-là, Mouzito aussi, il cherche souvent à tirer la gloire. Et non, on a augmenté les salaires des enseignants, on a augmenté les salaires, mais que le coût de la vie, c'est quoi? Combien avez-vous produit? Les contrats que vous avez signés, pourquoi sont-ils opaques, les contrats miniers? Pourquoi cette opacité? Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas eu de transparence dans leur gouvernance. Donc vous avez raison, mon frère John Kaloubi, de dire ça. Midole dit bonjour Anglo-Congo avec. On sait qu'on a entendu de l'IDPS que l'accréditation de leurs témoins par la CENI est difficile. Mais si la stratégie de l'IDPS ne sera pas entravée, pourquoi l'Union européenne paraît comme
impuissants devant quelqu'un qu'eux-mêmes ont établi. Bon, il y a ici beaucoup de questions, et je crois qu'il y en a deux. Vous parlez des témoins, vous voulez savoir si c'est tous les témoins n'ont pas été accrédités, ce n'est pas une stratégie du pouvoir. C'est évident. L'effort des Kabila, c'est de tricher. Et de tricher de manière que ce soit acceptable. On a donné l'accréditation à certains témoins, mais à d'autres non. Et j'apprends même que beaucoup de témoins de la Mouka, en tout cas une grande partie, n'ont pas encore reçu leur accréditation. Et ça, c'est très dangereux. L'UDPS a reçu des accréditations, mais pas pour tout le monde. Et même les gens il y a une ONG là, c'est Simeco, qui ont aussi des témoins. Tous n'ont pas reçu d'accréditation. Il y a quelques jours, les catholiques se plaignaient aussi de la même chose. Alors, derrière ça, on peut voir qu'il y a une volonté du pouvoir de ne pas accréditer tous les témoins, tous les observateurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien sûr éviter des gens qui seront témoins de leur tricherie. Donc, certainement, il y a une stratégie. Vous posez la question pourquoi l'Union européenne paraît comme impuissante devant quelqu'un qu'elles-mêmes ont établi. Voilà, ça c'est une question pertinente. Vous savez, il y a un phénomène qui se fait. Les Occidentaux peuvent mettre quelqu'un au pouvoir, ils le préparent, tout ça, mais cette personne-là, parce que les Occidentaux se font corrompre, c'est ça le mot, il n'y a pas un autre mot. Donc ici, je vous réfère à, souvenez-vous de ce qu'on a appelé France-Afrique, ça a pris peut-être une autre forme, avec Jacques Faucard. Je suivais un documentaire, Omar Bongo, par exemple, était devenu un acteur influent de la politique interne française. Alors qu'au départ, c'était un pion. Omar Bongo pouvait même faire virer un ministre en France. C'est quoi? C'est le phénomène d'un petit éléphant que tu élèves dans la maison, qui entre bien par la porte, mais l'éléphant a pris de l'épaisseur. Pour le faire sortir, il faut beaucoup qu'à porte. Parce qu'il y a l'argent. Tous ces gens-là, quand il y a élection, ils ont besoin d'argent. Or, vous savez, en Europe, dans les pays sérieux, ce n'est pas facile de détourner des grandes sommes sans trace. Alors, ils vont chez les dictateurs. Alors, s'il a aidé le premier président français, s'il a aidé, par exemple, Giscard d'Estaing, il a aidé Mitterrand, il a aidé Chirac, quand toi, un petit Sarkozy, tu viens, hein, il dit, bon, j'ai tellement un réseau là-bas, il connaît comment, qui sont ceux qui sont en train de te soutenir, quels sont les points faibles de ton parti, peut-être les secrets, tout ça. Il est ami à un chef de renseignement de ton pays, c'est peut-être lui qui lui a acheté une maison à la Côte d'Azur, ou bien je ne sais pas, à Hawaï, il connaît beaucoup de choses. C'était aussi le cas de Mobutu. Donc, à un moment donné, ça devient très compliqué pour eux-mêmes de destituer les gars facilement parce qu'il a des réseaux, des renseignements dans votre système et même des réseaux parallèles d'autres pays. C'est comme ça que ça devient compliqué. Mais en dehors de ça, il y a les lobbying. Quand nous parlons de l'Union européenne, il ne faut pas voir comme une organisation homogène. Il y a des entreprises, il y a des hommes d'affaires. Alors lui, il traite peut-être avec la compagnie qui a financé tel parti politique en France et cette compagnie-là vient les supplier pour qu'il leur donne les marchés, un marché dont la compagnie se dispute avec les Chinois. Maintenant, quand il traite avec la multinationale, la compagnie qui soutient, je ne sais pas, un parti en France, mais il ne peut pas avoir peur d'un petit député français qui est en train de dire « Ah non, c'est un dictateur, faisons ceci ». Il dit « Bon, il ne fera rien ». Il appelle l'autre, il dit « Bon, il ne faut pas l'écouter ». C'est tout. C'est comme ça que ça se passe.
Parce que tous ces pouvoirs politiques que nous voyons à travers l'Europe, quand vous regardez les soubassements, ce sont les... Nous disons souvent, ah, bah, multinationales, non, non. Mais même en Europe, ce sont les compagnies, ce sont les hommes d'affaires qui soutiennent tous ceux qui sont dans la politique. L'Union européenne a été créée par la volonté des multinationales pour des raisons purement économiques d'abord. Donc, c'est... Et nous, souvent, l'opinion, nous nous contentons, le chef de l'État, le porte-parole je ne sais pas, de Quai d'Orsay a dit, mais le porte-parole de Quai d'Orsay, c'est qui? Par rapport à peut-être M. Bolloré, je ne sais pas moi. Hein? Parce qu'un pays, ce sont les intérêts là. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est quoi? Bon, c'est des choses qui se faisaient depuis très longtemps. Vous allez voir, par exemple, le président français voyager, il va en Arabie Saoudite. Il s'accompagne avec des ministres, mais vous allez entendre qu'il était parti avec les patronats français. Et il s'est fait commissionnaire. Il va là-bas plaider pour que l'Arabie Saoudite achète les avions français, les avions des chasses, tout ça, et machin, les avions des lignes commerciales. Ces avions-là sont fabriqués par qui? Des véhicules, mais par des compagnies, pour la plupart des compagnies privées. Le président s'est fait commissionnaire. C'est ça la vérité. Quand on a, qui l'autre? Le prédécesseur de Hollande, Tony Truant, là, comment il s'appelle? Nicolas Sarkozy, quand il a été élu. Les premières vacances, il était sur un yacht d'un homme d'affaires français. Donc, c'est pour cela, à un moment donné, on a l'impression, mais comment Bazo Koka était? Non, Bazo Koka était parce que nous croyons beaucoup na Kagalabao. Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il y a un un expert en géopolitique, un jour, il expliquait aujourd'hui qui sont ceux qui détiennent le pouvoir. L'État n'a plus le monopole du pouvoir dans les mondes modernes. C'est plus comme les souverains dans ces temps-là. Non. Vous allez aux États-Unis, il y a des compagnies qui ont un mot à dire sur la politique interne et la politique extérieure des États-Unis. Quand une compagnie emploie un grand nombre de citoyens du pays, la compagnie là, vous fait trembler. Si vous ne voulez pas, il va mettre les gens au chômage. Quand les gens vont au chômage, les taux de chômage augmentent, votre mandat est en jeu. Votre adversaire va déplacer et va exploiter ça pour dire, ah non, Banda a du pouvoir, au moins tes chômage de matériel, on te met dehors. Donc, il y a un peu tout ça que nous devons prendre en compte. Ok, donc je crois avoir répondu à votre question. Peut-être pas à 100%. Pierre Kamounimo Dianglo, comment avez-vous lu ce que Kabila a dit concernant Katumbi? Est-il vrai que Fayoulou a rencontré Kagame? Bon, c'est que je n'ai pas, c'est que j'ai vu enfin, sur Internet, hein, je me méfie beaucoup des choses qu'on met sans citer la source. On met un nom, Katumbi, Moïse, plutôt Joseph a dit ceci de Katumbi, mais on ne dit pas quelle est la source. Alors là, il y a des propos qu'on attribue à M. Orbi, l'ambassadeur qu'on a demandé de quitter le territoire congolais. Mais quand vous allez sur son Twitter, vous ne les trouvez pas. C'est un montage. Je suis désolé. Fayoulou a rencontré Kagame. Je vois une image, mais je ne peux pas dire qu'elle est authentique. Je vois une photo là. Et puis, autour de ça, on ne dit pas quand, c'était à quelle occasion, c'était où. Bon, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire que c'est authentique. En tout cas, je suis désolé. Sur Internet, il y a beaucoup. Et surtout pendant cette période de campagne, les gens se tirent, hein, les uns tirent contre les autres, tout ça. Le malheur, c'est que parfois on dit des choses qui ne sont pas vérifiables. Bon, nous sommes dans la campagne. Hein. Voilà.
John Kalobidi, sur le plan, non, ça j'avais déjà répondu. Moi, Namboka dit l'opposant Martin Fayoulou est le favori des élections d'après un sondage publié par les experts du groupe d'études sur le Congo avec une société congolaise Bercy proche d'une frange d'opposition Ipsos et Ipsos South Africa. Bon, j'ai vu cette information. Écoutez, ceux qui me suivent, hein, ils savent que je me méfie beaucoup des sondages de Bercy. Je me méfie beaucoup. Même quand c'était favorable à Moïse Katumbi, à Félix Tshisekedi, j'en parlais, mais je disais que ici, il y a un problème de conflit d'intérêts. Vous pouvez rentrer dans mes analyses. Je disais toujours que M. Olivier Kamitet a été dirigeant de Bercy. C'est vérifiable. Je me pose la question s'il n'en était pas un des cofondateurs. Et comme bizarrement, la personne qui dirige Bercy, c'est son ex-belle-sœur qui s'appelle Francesca Bomboko. Monsieur Jason Stearns, lui dirige GEC, groupe d'études sur le Congo. En anglais, si vous voulez vérifier ça, parce que c'est basé à l'université de New York, on appelle Congo Research Group. Hier, j'ai dû appeler l'université de New York. Pour votre information, pour le moment, elle est fermée. Hein, parce que nous sommes à la fin de l'année, donc ils sont en congé. Mais finalement, il y avait un gars qui fait, je crois, la permanence. Il m'a transféré, je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé le message. Parce que quand on a publié, j'ai vu ces sondages la première fois sur Politico. Je suis allé vite sur les Twitter de Jason Stearns hier. Au moment où moi j'ai regardé, il n'y avait rien. Je suis allé sur le website des Congo Research Group. Donc, il n'y avait rien sur ces sondages. Après quelques heures, Jason va confirmer ces sondages. Mais dans la présentation, au départ, on disait que c'était Bercy. Après, Reuters a dit que c'était GEC et Bercy. Bon, généralement, ça passe d'abord par leur website et l'autre fait toujours un tweet. Mais le problème, c'est quoi? Sans mettre en cause l'université de New York, ça, aux États-Unis, on ne joue pas avec ces histoires-là. Mais la personne de Jason Stearns, c'est quelqu'un, je prendrai le risque de dire, qui est, je ne dirais pas proche de Moïse, mais qui a toujours été favorable à Moïse Katumbi, avant même qu'il ne commence à animer